Bonjour et bienvenue dans le débat du 12-15. Les élections législatives et locales approchent à grands pas. Le lieu pour nous de revenir un tant soit peu sur le bilan qu'il est possible de dresser sur le Parlement de la transition. Bilan du Parlement de la transition, c'est le thème de l'émission. Et pour en débattre, je reçois M. Jean-Bosco Mbagou. Il est député de la transition. Monsieur, bonjour. Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et à ses côtés, M. Brice Liviu Eyinga, vous êtes analyste politique. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur, au lendemain du coup de la libération, monsieur Jean Bosco, le CTRI avait mis en place un Parlement de la transition, alors même que l'opinion aurait pu s'attendre à la mise en place d'une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution et à la suite seulement organiser des élections. Dites-nous, quel était le rôle spécifique joué par le Parlement de la transition dans cette période exceptionnelle pour le Gabon? Mais je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité ici. Je vais essayer, autant que possible, de répondre à vos questions. En réalité, le choix avait été fait par le président de la transition de l'époque de mettre en place l'Assemblée nationale de la transition. Et là, cette Assemblée nationale de la transition était composée de plusieurs corporations, les universitaires, les politiques, chacun revenant de son écurie. Et nous avons travaillé dans une ambiance bon enfant au niveau de l'Assemblée nationale. Le rôle est simple. C'est le même rôle que joue l'Assemblée nationale traditionnelle. Lorsque les citoyens sont élus par le peuple, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font ce que l'article 79 de la Constitution demande de faire, c'est-à-dire le rôle du député. Et puisqu'on va aux élections, c'est quand même bien de définir c'est quoi le rôle du député. Bien sûr. Parce que parfois, on va dans tous les sens. Eh bien, l'article 79 de notre Constitution dit que le député a pour rôle de voter la loi, de consentir l'impôt, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Et il peut le faire à travers les interpellations aux membres du gouvernement, les questions orales et écrites, les enquêtes parlementaires et tout ce que vous voulez. Donc, ce que le Parlement de la transition s'est attelé à faire durant ces deux années. C'est exactement le même rôle. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir été déjà député de la 13e législature et député de la transition. Donc, je peux, en toute connaissance de cause, affirmer ici que le rôle a été exactement le même. Exactement la même chose. Monsieur Brice Eyinga, vous, quelle est votre lecture au lendemain du coup de la libération? Un Parlement dit de la transition est mis en place alors qu'on aurait pu s'attendre à la mise en place d'une constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution et à la suite de la nouvelle constitution, peut-être proposer des nouvelles élections. Mais là, un cas spécifique du Gabon où on a un Parlement de la transition, mais qui a joué plus ou moins le même rôle qu'un Parlement avec des élus. Alors, je pense que vous avez très bien fait de rappeler que c'est un cas exceptionnel parce qu'en réalité, lorsqu'on essaie de regarder les cas qui se sont produits un peu partout ailleurs, difficilement vous verrez un modèle où les choses se sont faites ainsi. Était-ce la volonté du président de vouloir impliquer bien au-delà des parlementaires, les citoyens, dans le cadre de la participation à cette transition? Je ne saurais le dire. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on a été quand même dans quelque chose d'assez exceptionnel et je crois peut-être que ça ferait école en fonction des résultats auxquels nous parviendrons à la fin de cette transition, puisque nous y sommes arrivés, selon l'appréciation des uns et des autres, peut-être que ça fera école. Mais pour ce qui est des députés de la transition, et je pense que l'honorable à côté a bien fait de rappeler le rôle joué par ces députés. Mais dans le cas de cette transition, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner. Les députés, me semble-t-il, n'ont pas joui de la totalité de leurs prérogatives. Du moins, la prérogative en ce qui concerne l'élaboration de ce qui aurait pu être le cœur de leur activité dans le cadre de la transition, à savoir la rédaction de la Constitution et l'ensemble de textes qui en découlent, qui se sont produits par la suite. On a vu les députés se délecter de cette prérogative et on a eu un Parlement qui, à la limite, s'est contenté juste de légiférer, sinon de légiférer les textes qui ont été non pas proposés forcément par
l'architecture qu'il a définie, à savoir le gouvernement et autres, mais par d'autres citoyens choisis selon la discrétion, sinon du président de la transition, puisque pour le coup, c'est le président qui est-ce que cela jetterait du discrédit sur les textes qui ont été pris? Je ne l'ai pas dit, puisque je soulignais parfois tantôt que le président certainement a eu la volonté d'impliquer au-delà des parlementaires. Il a voulu certainement initier un modèle nouveau. Et je dis, maintenant où je suis, je n'ai pas assez d'éléments d'appréciation. Peut-être que dans l'histoire nous permettra d'apprécier si c'était une réussite, cela fera école. Est-ce que ce n'était pas aussi le fait de, oui, s'inspirer de ce qu'il y a ailleurs, mais d'adapter à notre contexte? Monsieur Mbagou, vous qui êtes député de la transition, est-ce que vous entendez l'analyse de monsieur Eyenga qui relève du fait que les députés de la transition ont eu à examiner certains textes, mais parfois des textes dont l'initiative avait été prise en dehors du Parlement? Alors, le cas du Gabon va être toujours un cas d'école. Je pense que si vous regardez dans les pays africains où il y a eu des coups d'État, aujourd'hui, le Gabon devient un modèle, en réalité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Alors, donc, c'est dit que le Gabon, c'est quand même un pays assez exceptionnel. Et nous avons démontré que nous sommes capables d'aller beaucoup plus loin. D'aller beaucoup plus loin. Mais quels sont les différents textes qu'on peut retenir aujourd'hui, les textes majeurs? Avant de vous donner les différents textes, ce qu'il faut dire, c'est que même si le président de la République a voulu s'ouvrir à d'autres Gabonais, mais celui qui vient présenter un texte à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le Gabonais lambda. C'est un ministre, si le texte est en rapport avec un département ministériel, si c'est par exemple un texte qui est en rapport avec le ministère de l'Intérieur ou le ministère en charge avec les institutions constitutionnelles, eh bien c'est ce ministre-là qui est porteur du texte. Donc c'est toujours le gouvernement. C'est pour cela que la Constitution dit que l'initiative des textes est du gouvernement et du Parlement. Le Parlement peut prendre un texte et le gouvernement peut, quand le Parlement prend un texte, ça s'appelle une proposition de loi. Et lorsque c'est le gouvernement, ça s'appelle un projet de loi. Un projet de loi, effectivement. Alors, M. Eyenga parlait effectivement du souci permanent du président de la République de procéder à l'inclusion dans la nouvelle gouvernance. Et on a bien vu qu'au-delà du Parlement qui a été mis en place ou du gouvernement, il y a d'autres sensibilités qui ont été à chaque fois mis à contribution des tiers, des experts, pour pouvoir faire des propositions concrètes sur les textes de loi qui ont été votés par le Parlement de la transition. Mais est-ce que le Parlement avait toute la latitude de pouvoir amender ces textes, par exemple? La réponse est toute simple, c'est oui. Mon voisin parlait tout à l'heure qu'on n'avait pas un pouvoir assez large pour pouvoir travailler. Non, je m'inscris en faux parce que vous pouvez vous renseigner. Je vais parler de la Constitution puisque ça fait partie des actifs de la transition. La nouvelle Constitution que nous avions, la première mouture, ce n'est pas celle qui est sortie. Et celle qui est sortie a été profondément amendée par les parlementaires. Et là, c'était quasiment un congrès, puisque les deux chambres du Parlement se sont réunies pour travailler ensemble et les débats étaient extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. En tout cas, dès qu'on parle de politique dans notre pays, les sensibilités se réveillent et les débats sont parfois âpres. On partait de là parfois à 3h, 4h du matin. Ça veut dire qu'on n'était pas là en train de raconter notre vie. On était vraiment en train de travailler, en train de refondre la mouture apportée par le gouvernement pour qu'effectivement on sorte de là avec quelque chose de tout à fait potable. Monsieur Brice Eyenga, quand on regarde la plupart des textes importants qui ont été proposés au Parlement de la transition, on pense à la loi fondamentale, on pense au code électoral, plus récemment avec la loi des partis politiques, vous n'avez pas l'impression que ce sont des textes qui, au final, reflètent plus ou moins, disons, les aspirations profondes des citoyens?
Alors, je voudrais lever l'équivoque sur la prise de parole de l'honorable. Je n'avais pas dit que le Parlement n'avait pas. J'ai cité un aspect bien précis, juste un aspect. Et vous avez évoqué beaucoup d'aspects sur lesquels le Parlement a eu une action qui est vérifiable, dont les faits sont visibles. Donc je parlais essentiellement d'un aspect. Il n'y avait pas dans mon discours la prétention de vouloir réduire votre mission à une simple formalité. Donc soyez-en rassurés, vous avez travaillé. Je pense que... Mais non, pour ce qui est du texte, moi je pense que les résultats des élections, puisque de tout ce que nous avons évoqué dans le cadre de la transition, c'est lui qui a mené les opérations, c'est le président de la République, ancien président de la transition. Lorsqu'on est allé aux élections, le résultat qu'il a obtenu lors des élections, c'est quand même insatisfait par rapport à l'action qu'il a menée pendant la transition. Donc si on se met du point de vue de la population, je pense que la population a jugé satisfaisante l'action du président pendant cette transition et aussi l'action des parlementaires qui ont été choisis par le président de la transition. Oui, donc mais quelle analyse faites-vous quand vous regardez par exemple les voix des parlementaires sur un texte? Pour la plupart des textes qui sont passés, c'était quasiment des victoires écrasantes, des oui pour faire passer. Non, mais non. La Constitution, par exemple, ils ont mis 800 et quelques amendements. 800 et quelques amendements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le débat, il y a eu un débat à l'Assemblée où les députés se sont exprimés librement. Et puis vous avez des cas de députés de la transition. Je vais citer par exemple l'honorable Jean-Valentin Leyama, qui est un député de la transition avec la liberté de ton. On a vu les députés tels que Marcel Libama qui ont exprimé leur mécontentement lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec un certain nombre de textes. Donc je pense qu'il y avait une certaine liberté d'action au niveau du Parlement, mais il y a certains députés aussi, il faut le souligner, qui se sont censurés eux-mêmes, qui se sont fait auto-flageller parce que, voulant peut-être plaire à X ou Y, mais en réalité, je pense que c'est un Parlement qui a travaillé et qui a fait beaucoup de choses. Parce que 800 amendements sur un texte, c'est pas rien. Ça témoigne de la vivacité du débat qui a eu lieu par rapport à l'adoption de la Constitution. M. Mbagou, des amendements, une liberté de ton, une liberté d'expression à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit, vraiment quand on parle de politique, ça suscite beaucoup de passion, ça suscite des débats. Les parlementaires se sont exprimés librement. Vous partagez l'avis de M. Eyinga quand il dit quand même qu'il pourrait avoir certains députés qui ont été un peu timorés et qui allaient toujours dans le sens du vent? Écoutez, je pense de ma maigre expérience politique, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits comme l'Assemblée nationale, notamment, où on peut s'exprimer librement. On a vraiment une liberté de ton. Après, on reste des humains, chacun dans sa position, mais à l'Assemblée nationale, on arrive à dire ce qu'il faut, ce qu'on a envie de dire. Et ce que j'ai constaté au cours de l'ancienne législature et même au cours de cette législature. Et quels étaient à peu près les résultats parmi les textes qui ont été examinés à l'Assemblée nationale? Pour prendre par exemple ces trois textes importants qui ont été la nouvelle Constitution, le Code électoral ou encore la loi sur les partis politiques. Quels étaient les résultats des votes? Mais les résultats, c'est que chacun s'est exprimé. Et il n'y a pas de mes souvenirs, un texte, il y a eu très peu de textes qui ont été votés à l'unanimité. Beaucoup de textes, soit les gens se sont abstenus, soit ils ont voté ouvertement contre, même à la Constitution. Souvenez-vous qu'il y a un groupe de députés qui a voté, contre la Constitution. Je m'en souviens bien. Et puis, après, je pense, ce vote, ils sont allés à un coin de l'Assemblée, ils ont pris une photo, ça a fait le tour des réseaux sociaux. C'était beau à voir et c'est ça la démocratie. La démocratie, il faut donner la possibilité aux uns aux autres d'exprimer ce qu'ils pensent de tel ou tel texte. Et la démocratie aussi, c'est respecter la majorité. La loi de la majorité. La loi de la majorité. Voilà. Et je vais terminer par, puisque mes souvenirs sont encore bons sur la loi sur les partis politiques, c'était extrêmement difficile. Chacun partait de ses arguments. Et là, c'est un texte qui touchait vraiment les politiques. Parce qu'à l'Assemblée nationale, dans cette Assemblée nationale de la transition, nous avons plusieurs chefs de partis politiques. Que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous avez des partis. Et donc, chacun d'eux avait sa position. Mais ces chefs de partis politiques étaient déjà dans le groupe d'experts
qui avait rédigé l'avant-projet. Et lorsque c'est venu à l'Assemblée nationale, mais on a complètement déshabillé tout ça là, à telle enseigne qu'ils ne se sont plus retrouvés dans la première mouture. C'est pour vous rassurer que le débat y est à l'Assemblée nationale, en tout cas pour ce qui concerne l'Assemblée nationale de la transition, c'était vraiment un travail quasiment d'expert. Monsieur Yinga, vous, de votre regard d'analyste, qu'est-ce qui peut expliquer ce bouillonnement, comme vient de le dire à l'instant M. Mbagou, pour ce qui est de la loi sur les partis politiques? Il y a une première étape où un avant-projet est proposé, le texte arrive à l'Assemblée et là-bas également, les débats sont encore houleux, les uns et les autres présentent leurs arguments librement. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Est-ce que c'est quoi la pluralité des sensibilités? Oui, non, mais ça peut s'expliquer par le fait que les gens accordent de plus en plus l'intérêt au débat politique. Et c'est très bien. Parce que, vous savez, la politique aujourd'hui, c'est ce qui encadre toutes les activités de la vie d'un pays. Lorsque les gens se désintéressent de la vie politique, du débat politique, ce n'est pas toujours bonne chose. Il faut que les gens s'intéressent au débat politique, et dès qu'ils s'intéressent au débat politique, ça permet au pays d'avancer. Donc, la façon dont les choses se sont passées, on peut être sûr d'une chose, c'est que au cours de cette procédure, il y a une vivacité démocratique qui s'est exprimée par la volonté d'aller d'une étape, de passer à une autre étape. C'est une volonté de permettre à toutes les voix, aussi bien dissonantes que des voix qui sont pour, de s'exprimer et de tirer le meilleur du débat pour faire avancer le pays. Donc il n'y a pas autre leçon qu'il faut tirer de ça. La seule leçon qui se dégage, c'est la volonté des Gabonais de vouloir débattre, de faire vivre la démocratie. Et je pense que la démocratie a vécu pendant cette période-là. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que la différence de l'Assemblée ordinaire, c'est que les assemblées ordinaires sont corporatistes. Les gens viennent, ils ont des partis politiques, ils ont des intérêts. Généralement, les députés ne votent pas pour forcément l'intérêt du peuple. Ils vont voter pour l'intérêt de leur parti. Et là, vous avez des citoyens qui font partie d'un ensemble qu'on appelle le Gabon. Donc, tous qui sont venus débattre pour l'intérêt du Gabon. Très bien. Et justement, parmi les textes qui ont été votés durant ces 2 dernières années, il n'y a pas que des textes qui concernent la politique. Il y a d'autres, des textes qui concernent l'ensemble de la vie de la nation. Quel texte peut-on retenir, par exemple, sur le plan social ou sur le plan économique? Les textes majeurs. Bon, sur le plan économique, on a eu déjà, je disais tout à l'heure, comme constant l'impôt, donc il y a les lois de finances qui arrivent. Et on a une session qui s'appelle la session de la loi de finances. C'est une session qui nous permet vraiment de travailler sur la loi de finances pour permettre au gouvernement d'avoir les moyens, pour permettre au gouvernement d'avoir les coudées franches pour développer le pays. Donc il y a ça, mais il y a aussi des textes particuliers. Par exemple, je vais vous prendre un exemple sur la santé. Le ministère de la Santé est venu chez nous pour nous déposer un code de la santé et nous avons travaillé pendant plusieurs semaines sur ce code de la santé. Il y a des propositions de loi sur les personnes vivant avec un handicap. Il y a eu des propositions de loi sur les énergies renouvelables. Il y a eu pas mal de choses qu'on a justement votées à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a également des textes qui ont démonté un tout petit peu des textes qui avaient été pris par le régime déchu? Oui, mais vous savez, et aujourd'hui, faire le bilan de la transition, en réalité, personnellement, j'ai un petit regret parce qu'on n'a pas pu tout faire. Et je souhaite que les députés qui vont être élus, puisqu'on va là aux élections, reviennent sur un certain nombre de choses réprimandées par les Gabonais. Par exemple? Mais écoutez, il y a le code civil sur l'égalité entre l'homme et la femme. Il y en a qui sont pour, mais nombreux dans les foyers, même les femmes elles-mêmes ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Donc c'est des choses à revoir. Des choses à revoir. Le code, par exemple, la dépénalisation. Il faut regarder si on doit pénaliser ou dépénaliser.
il y a pas mal de choses comme ça là. Et les mariages, la légalisation du mariage coutumier, par Il y a exemple. la légalisation du mariage coutumier, justement. C'est une question importante, c'est une question sociale. Et je pense que nous ne pouvons pas continuer à simplement valider le mariage civil. Le mariage coutumier, de mon point de vue, suffit largement, puisque moi j'étais à la 13e législature, on avait déjà débattu là-dessus. Et la procédure, c'était qu'une fois vous avez fait votre mariage coutumier, vous invitez un agent d'état civil pour venir vous faire un procès verbal, et ce procès verbal remonte à la mairie, et on vous établit vos actes de mariage comme si vous vous êtes marié. Monsieur Mbagou, pardonnez-moi, mais on vous entend et on a l'impression, je ne sais pas si monsieur, ce qu'en pense monsieur Eyinga, mais on a l'impression que quand monsieur Mbagou parle de regret, c'est sur les questions à caractère social. Est-ce que finalement cette transition a davantage mis l'accent sur la politique qu'autre chose? C'est ça, je pense que c'est ça le reproche qu'on a fait à la transition. C'est que la transition ne s'est pas concentrée sur ce qui aurait dû être le cœur de son action, à savoir la restauration des institutions, cibler un certain nombre de secteurs qui sont prioritaires en urgence et se caler essentiellement pendant 2 ans sur cela. Lorsqu'on parle de restauration des institutions, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que ce n'est pas déjà avoir la nouvelle constitution et remettre la plupart des institutions? Les institutions, je pense que les institutions... Le texte qui dessine les nouvelles institutions, c'est la loi fondamentale. Absolument. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Qui a été adopté. Mais ça a été adopté. Mais en même temps, on a constaté que la transition a voulu embrasser tout et en même temps. Et ce qui a fait en sorte qu'effectivement, un certain nombre de choses qui auraient pu être prioritaires aient été mises de côté. D'où le regret que peut exprimer l'honorable député. Or que si la transition s'était concentrée essentiellement sur la restauration prioritairement des institutions, après cette restauration des institutions, peut-être essayer d'embrasser autre chose, je pense que méthodiquement, les regrets seraient de moins en moins évidents. Sans doute. On a vu une transition, excusez-moi pour le coup, l'honorable est là, on a eu affaire à une transition, peut-être du fait de l'urgence, puisque à un moment où le président de la transition prenait le pouvoir, tout était urgent, qui a voulu tout embrasser, et à la fin, effectivement, il y a des choses qui ont été bien faites, il y a des choses qui auraient pu figurer en termes de priorité, mais qui malheureusement n'ont pas été faites et dont l'honorable peut ici exprimer le regret par rapport à ce qui n'a pas été fait. Oui, parce que également 2 ans, ça passe très vite. Et d'ailleurs, là, on est déjà en préparation des élections qui vont permettre donc de renouveler le Parlement. Une question avant qu'on ne se quitte, c'est la proposition de loi de finances, la confection de la loi de finances 2026 qui est en préparation. Par qui va-t-elle être votée? Est-ce qu'il s'agit du Parlement de la transition ou bien ce sera le nouveau Parlement élu? Monsieur Jean Bosco. Alors, c'est une question extrêmement importante et je pense que vous aurez mieux fait de poser cette question au ministre en charge de l'élaboration de cette loi de finances. Je pose la question aux députés. À quel moment est-ce que l'ouverture de l'année budgétaire? C'est en janvier? Oui, c'est au début de chaque année. Oui, tout donc, à fait. possiblement, c'est l'Assemblée qui va être mise en place, puisque le 27 septembre, nous aurons de nouveaux élus avant janvier, je pense. Avant janvier, oui. Après, il faut aller voir, en octobre. Après, il faut aller voir que dit la loi, que dit la Constitution. Quand elles s'y prennent service, ces nouveaux élus. Il faut aller voir. Est-ce que le travail pourrait être commencé par les députés de la transition ou les parlementaires de la transition et être poursuivi par les nouveaux élus? Je doute quand même. En fait, moi, ce que je vous propose, très honnêtement, c'est vraiment de faire même une émission spéciale pour cette question. C'est une question extrêmement importante pour le pays. Parce que s'il n'y a pas de loi de finances, je vois là qu'il y a des conférences budgétaires, mais après, à quel moment va-t-on examiner exactement cette Est-ce que les députés attendent impatiemment ce projet de loi, ce projet de loi de finances? Nous savons simplement que nous allons revenir en septembre. Nous allons... il y a une rentrée qui va avoir lieu en septembre prochain. Elle va durer combien de temps? Puisque la plupart des députés vont être candidats. Et donc,
je crois le 27 septembre, le 27, c'est l'élection. C'est l'élection, oui. Et le 17, je pense, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est l'ouverture de campagne. À quel moment va-t-on examiner ce projet? Est-ce que c'est après septembre? Nous sommes en fin d'année budgétaire. Oui, en fin d'année budgétaire. Nous sommes en fin d'année budgétaire. Donc, possiblement, lorsqu'on regarde le calendrier, je pense que ce sont les députés de la nouvelle législature, qui vont plancher là-dessus. C'est pour cela que je vous propose d'aller lire la loi. Si les députés sont votés, c'est une chose. On émet des hypothèses. Maintenant, est-ce qu'ils commencent le boulot dès lors qu'ils sont élus? Parce qu'il y a tout un processus. Il y a la mise en place des bureaux, etc. Et puis, là, je pense que la Constitution dit que la rentrée, je crois que c'est au mois de mars. Au mois de mars. Si c'est au mois de mars, est-ce qu'on aura déjà entamé l'année budgétaire? À quel moment va-t-on? Mais dans ce cas, est-ce qu'ils vont reconduire le budget N-1 avec tous les risques que cela comporte? Comment? C'est une équation, c'est pour cela que je vous propose vraiment Bien sûr, on aura l'occasion de se pencher là-dessus, mais de façon succincte, en 2 mots, que retenir finalement de ce travail parlementaire qui a été abattu durant ces 2 ans de transition? Écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Assemblée nationale de la transition est née à l'aune du cours de libération. Et il fallait effectivement mettre en place, comment on dit ça, reformer les institutions. Et c'est ce que nous avons fait à travers la loi fondamentale. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre de cette Assemblée nationale de la transition. Il y a aussi, c'est une œuvre humaine, il y a aussi d'autres qui n'ont pas été faites, nous reconnaissons, mais 2 ans, c'est suffisamment court pour embrasser l'ensemble des problématiques des Gabonais. Monsieur Yinga, votre mot de fin? Alors, je pense, pour aller dans le même sens que l'honorable, nous avons eu 2 ans de transition au cours desquels beaucoup de choses ont été faites. Et à l'issue, ce qu'il faut retenir, c'est le sentiment du peuple gabonais qui, dans sa grande majorité, se satisfait de l'action qui a été faite au cours de ces 2 années de transition. Même s'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, il faut aller dans le sens de ce que disait l'honorable, c'est une œuvre humaine. Et dans le cadre de la continuité de l'État, ceux qui arriveront après auront la charge d'accomplir ce qui n'a pas été fait. Et je pense que le Gabon, au sorti de cette transition, se sent de mieux en mieux par rapport à ce qu'il a été par le passé. Voilà, à charge donc aux nouveaux élus de continuer ce travail titanesque qui a été abattu, refonder les institutions d'un État qui sort de très loin et qui a été remis sur les rails et qui doit aussi maintenant prendre son envol et gravir davantage d'échelons. C'est la fin du débat du 12-15. Je rappelle que nous faisions un bilan de la transition et je recevais M. Jean-Bosco Mbagou, qui est député de la transition, et avec lui, M. Brice Liviu Eyinga, qui est analyste politique. Le débat du 12-15 est terminé, mais ne zappez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24.